Euh, Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation donc qui sera liblée sur le thème de la collecte et la gestion des données à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc moi, je m'appelle Aïmé Ndiaye, j'ai un profil à la rencontre entre le milieu académique et le milieu professionnel. Donc je suis du côté académique doctorant en intelligence artificielle, comme il a dit, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et également du côté professionnel, je travaille en tant qu'ingénieur de recherche en intelligence artificielle à Bamtou. Donc, je travaille beaucoup plus dans ma thèse sur tout ce qui est lié à la synthèse vocale et à la détection de deepfake, tout ce qui est fact-checking dont M. Basile Nian parlait tout à l'heure. Donc, je suis également advisor chez Galsen AI, qui est la première communauté d'IA au Sénégal. Donc, cette présentation-là, démarrons-la ainsi. Les données aujourd'hui sont le pétrole du 21e siècle. C'est une citation qui date de 2006 de ce mathématicien anglais, Clive Humby, qui date donc déjà d'un certain temps et qui aujourd'hui a fait ses preuves à tel point que ça en est devenu un adage. Donc aujourd'hui, si on parle des données, contrairement à d'autres ressources qui sont épuisables telles que le pétrole ou bien l'or, la spécificité des données, c'est que non seulement elles se multiplient, mais à mesure que vous les utilisez, leur pouvoir et le retour financier que vous en tirez augmente. Le marché de la donnée. Eh bien, c'est un marché qui aujourd'hui n'a cessé de croître depuis 2011. Et si on prend ici, depuis 2021, les prévisions nous montrent que ce marché devrait dépasser les 500 milliards de dollars à l'horizon 2027, c'est-à-dire dans 2 ans. Ce qui est vraiment la chose frappante et qui nous intéresse particulièrement, c'est le second graphique, c'est-à-dire la part de l'Afrique dans ce marché. Vous voyez la petite part rouge-orangée en haut. Eh bien, ce n'est même pas l'Afrique seulement. C'est 4% et c'est l'Afrique et le Proche-Orient dans le marché du Big Data as a Service. Ça montre toute l'étendue, en fait, des avancées que nous sommes censés faire pour pouvoir gagner plus de parts. Comment gagner plus de parts et mieux contribuer dans ce domaine-là qui est aujourd'hui l'un des domaines les plus porteurs. C'est ça que nous allons voir à travers cette présentation. Pour pouvoir, en tant qu'entreprise, prendre le pas de la donnée aujourd'hui, la première chose qu'il faut, c'est une stratégie de données. Et on aurait tendance à penser que quand on parle de stratégie de données, on veut parler de données. Mais la stratégie de données, c'est avant tout autre chose. C'est une culture. Il faut une vision qui est chapeautée par le board directeur de l'entreprise et qui se matérialise à toutes les échelles et à tous les échelons et qui se traduit ensuite par la collecte de talents, non seulement externe, mais également interne via le in-house upskilling. Autre chose qu'on peut faire, juste après avoir installé cette culture-là, c'est de procéder à une gouvernance solide. Et c'est là seulement qu'on va parler de process, de comment organiser les données, de comment les mettre en place. Et ensuite seulement vient la technologie elle-même. Alors, la culture de la donnée, c'est un peu comme les microservices quand on parle de développement. Tout le monde en parle, personne n'en fait vraiment. C'est le véritable contraste qu'il y a. Aujourd'hui, quand on parle d'une véritable culture de données, elle doit se refléter à toutes les échelles de l'entreprise. Il faut non seulement que l'entreprise, quelle que soit la personne qui y travaille, puisse comprendre la donnée qui circule dans l'entreprise, puisse travailler avec cette donnée-là et puisse également communiquer avec cette donnée. Ce triptyque-là, aujourd'hui, certains l'appellent des entreprises data-driven, d'autres parlent aujourd'hui de data literacy, mais de façon simple, c'est avoir la donnée à toutes les échelles de l'entreprise. Le tout doit être porté par une vision claire et par des talents. Aujourd'hui, on a tendance de plus en plus à parler du poste de Chief Data Officer, CDO. C'est le poste qui est non seulement chargé de chapeauter cette stratégie des données, mais d'impulser également cette culture-là à l'intérieur de l'entreprise. Il faut des compétences et donc il faut que les gens, quelle que soit leur échelle dans l'entreprise, aient les compétences nécessaires pour pouvoir comprendre la donnée et avoir l'habitude de travailler avec elle. L'autre axe qui est la gouvernance des données couvre plusieurs choses. Il faut d'abord une architecture des données. Et c'est là seulement qu'on commence à parler d'ingénierie, quand on parle de gouvernance. Donc il faut qu'on ait une architecture des données claire. Et ensuite, cette architecture-là pourra donner naissance à une gestion des données
à la sécurité et à l'exploitation proprement dite afin d'en produire de la valeur. Eh bien, vous allez voir tout à l'heure à quel point passer par ce circuit-là est important. Sinon, on se retrouve dans la grande partie des nombreux projets IA qui n'aboutissent à rien. L'architecture classique de la donnée en entreprise, c'est juste une architecture en 3 étapes pour la simplifier. D'abord, on collecte la donnée, ensuite on la stocke, ensuite seulement on essaie d'en tirer de la valeur et donc de la valoriser. La collecte de données, il faut distinguer ce qu'on appelle des sources de données des méthodes de collecte de données. Quand on parle de sources de données, c'est beaucoup plus partout où vous pouvez trouver en fait la donnée que vous allez utiliser. Si par exemple vous avez une application web qui est votre interface avec vos utilisateurs, toutes les données qui proviennent de l'application web peuvent être collectées en streaming et ensuite réutilisées. L'application est une source de données à ce moment-là. Les fichiers que vous allez collecter de façon physique pour recueillir des informations sont des sources de données. À l'inverse, une méthode de collecte de données, c'est une approche stratégique pour pouvoir avoir ces données-là. Comment vous allez faire? Vous allez faire du web scraping, vous allez descendre sur le terrain. Quelle est votre stratégie concrète pour pouvoir y arriver? Ensuite, vous stockez les données, vous les préparez, vous les stockez suivant la taille de vos données dans des bases de données simples ou bien dans des data warehouses où aujourd'hui beaucoup plus on parle de data lake. Ensuite seulement vous valorisez vos données, soit en faisant de la business intelligence, soit en faisant de l'intelligence artificielle. Tout ça, ça doit être clairement mis en place afin de savoir vous exactement dans votre entreprise comment vous comptez faire pour tirer parti de la donnée. Les opportunités de l'IA générative, d'autant plus que c'est la cerise sur le gâteau qui a été apportée à ce thème. Comment adapter tout ça à l'ère de l'intelligence artificielle? Eh bien, l'IA générative apporte déjà 3 contributions majeures. La première, c'est en termes de qualité des données. On parle ici de collecte de données, et quand on doit collecter des données aujourd'hui, l'IA permet non seulement de pouvoir restructurer ces données plus rapidement dans le format désiré, de pouvoir rajouter des données via les données synthétiques. Aujourd'hui, on dit que c'est la prochaine frontière de l'intelligence artificielle en termes de données synthétiques, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a collecté tout le web. Donc, l'ultime frontière qu'on peut avoir, c'est évidemment les données synthétiques. En termes de métadonnées aujourd'hui que vous pouvez annoter automatiquement. Ensuite, au-delà des données elles-mêmes, l'IA aujourd'hui, sa plus grande contribution, c'est de pouvoir réduire ce qu'on appelle le time to market. Donc, le délai que vous aviez avant pour pouvoir mettre en place une infrastructure de données et mettre en place un produit de données clair et fonctionnel aujourd'hui est réduit parce que la majorité du système, en fait, vous êtes capable, via de l'intelligence artificielle, de l'automatiser ou bien via des systèmes comme la RAG, donc ce que fait Django AI par exemple, dont on entendait parler tout à l'heure, être capable, même sur des données non structurées, de pouvoir avoir un certain rendu. Enfin, en termes d'expérience utilisateur, on en a parlé ici tout à l'heure également dans le panel. Donc aujourd'hui, vous avez l'IA qui vous permet à n'importe qui donc de pouvoir interagir très rapidement et de pouvoir comprendre ce que la donnée dit via des chatbots ou bien d'interagir avec elle en langage naturel plutôt qu'en langage de code. Et ça, c'est déterminant pour que cette technologie-là puisse se démocratiser à travers le pays. L'impact business de pouvoir mettre de l'IA générative, il est aujourd'hui concret, mesuré à travers le monde. Donc, en termes de productivité, les entreprises dont la niche fondamentale est l'intelligence artificielle ont observé entre 2018 et 2024 une hausse substantielle de leur productivité qui est passée de 7% à 27%. Les leads générés, c'est-à-dire quand on parle de leads chez une entreprise, c'est l'ensemble des contacts commerciaux ou de clients potentiels que l'entreprise peut avoir. Eh bien, c'est plus 50% de leads générés sur ces entreprises-là. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont bien citées par des études claires. Et le marché global de l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, est estimé à plus de 1300 milliards de dollars à l'horizon 2032. Donc, ça, c'est pourquoi l'IA générative est importante et pourquoi il ne faut pas rater le coche. Pourquoi les entreprises hésitent encore à partir dessus? Eh bien, une étude de Deloitte donc, nous dit que la première raison pour laquelle 35% des entreprises ne passent pas,
c'est qu'elles craignent les erreurs. Et à juste titre, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'IA générative est soumise à plein d'erreurs qu'ils font. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, qu'il faut bien concevoir son produit, bien tester ses limites afin de savoir où on peut l'utiliser et comment le faire. Ensuite, la seconde raison, c'est l'incapacité à atteindre le retour sur investissement qui est promis. Aujourd'hui, on promet d'avoir un retour sur investissement de 35% quand vous passez à des projets d'IA générative. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut savoir comment y arriver, il faut avoir l'équipe technique nécessaire, il faut avoir la culture, encore une fois. Le manque de données de haute qualité également, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le problème que je vais aborder à la fin ici. C'est un problème qui est vraiment patent en Afrique et au Sénégal particulièrement, d'avoir des données de qualité. Quand vous voulez chercher des données, c'est la croix et la bannière pour pouvoir y arriver. Et c'est donc sur quoi je vais finir cette présentation. Donc ça va être un peu long, mais c'est ça. La situation en Afrique. Donc la donnée en Afrique, est-ce qu'elle existe? Oui, elle existe. Pourquoi elle existe? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est énorme. C'est plus de 2000 langues qu'on a en Afrique. Vous ne retrouverez nulle part ailleurs un tel potentiel linguistique. Et pourtant, les problèmes sont là. L'Afrique est largement sous-représentée dans les jeux de données à travers le monde. Et on a une pénurie criarde d'infrastructures. Il reste quand même des opportunités qui sont déjà que, d'autant plus qu'on a un potentiel linguistique extrêmement grand, on a encore la légitimité de définir nos propres standards de collecte et de pouvoir atteindre cette souveraineté en termes de données-là. D'autant plus que ces données, si elles ne sont pas encore sous le contrôle des Occidentaux, nous avons encore la possibilité d'avoir ces données-là pour nous-mêmes. Premier plaidoyer que je vais faire ici, l'avenir de la donnée en Afrique passera par les langues. Pourquoi? D'abord parce que, je le disais tout à l'heure, on a un potentiel linguistique énorme. Aujourd'hui, l'Afrique, parler d'intelligence artificielle, sans parler d'une intelligence artificielle avec les langues africaines, c'est presque ne pas parler d'intelligence artificielle. Parce que la majorité de la population est soit illettrée ou analphabète et ne comprend que leur langue maternelle. Donc l'intelligence artificielle est censée parler à ces gens-là, sans quoi ils sont numériquement exclus. Deuxième chose, il faut une souveraineté en termes de données. Et aujourd'hui, je le disais, tant qu'on a nos langues et les données qui sont présentes chez nous, on a encore l'opportunité de devenir souverainement indépendant sur ces données-là. Enfin, il faut une IA africaine, et une IA avec nos propres données, avec nos propres langues, sera typiquement africaine. Deuxième chose pour laquelle les langues sont au centre de ce qui peut véritablement révolutionner l'IA en Afrique, c'est parce que les LLM qui aujourd'hui sont au centre de la révolution de l'IA générative sont basés sur la langue. Ce sont des modèles de langage. Et donc, avant tout, il faut des modèles qui puissent parler nos langues. L'IA frugale également, c'est le type d'IA dont parlait tout à l'heure professeur Nian. Donc, en disant que l'IA frugale est énormément portée. Et quand on parle d'IA frugale, c'est juste une IA qui est capable de se débrouiller avec des ressources limitées. Donc, avant de passer, des initiatives existent. Donc, aujourd'hui, que ce soit au niveau africain, avec Massakane, par exemple, qui est une communauté globale d'intelligence artificielle en Afrique, et qui a déjà, par exemple, son African Languages Hub. Moi, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec les chercheurs de Massakane, notamment avec un travail publié à ACL, à Vienne, cette année-ci, donc qui relatait la collecte de données médicales partout à travers l'Afrique. C'est des initiatives qui existent. L'ELAPA AI, c'est l'organisme, l'entité qui est à l'origine du premier LLM typiquement africain. L'Anfrica, il regroupe un ensemble de jeux de données en Afrique. C'est pour dire que ces initiatives aujourd'hui existent, même si elles se font encore à une échelle qui est plus ou moins considérable. Au niveau du Sénégal, même chose. À travers Galsen AI, on a un laboratoire open source qui est dédié à l'intelligence artificielle à travers des entreprises, des startups qui œuvrent petit à petit dans ça, Bamtou où je suis, Concret, etc. Les exemples sont nombreux. L'avenir de la donnée passera également par une meilleure gouvernance. Et donc, ça veut dire quelque chose qui est chapeauté au niveau global. Aujourd'hui, on a une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. C'est un bon pas. Il en reste beaucoup d'autres.
Et l'opérationnalisation de ces stratégies également reste. Donc, il y a plusieurs axes. Peut-être que je n'aurai pas le temps de les parcourir, mais si vous avez le temps après, vous pouvez les voir en détail. Mais pour résumer, il faut du financement, il faut un cadre juridique, il faut un écosystème et il faut une culture. Oui, le cadre juridique. Je disais tout à l'heure à madame que je suis un abonné de Chronique Judiciaire. J'adore l'émission et donc c'est l'une des choses sur lesquelles il serait important de venir. Mais bon, je vais passer par souci de temps et donner juste cet exemple-là. Le problème, c'est aussi nous. Pourquoi le problème, c'est aussi nous? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a tendance à chacun partir de son côté. Je donne l'exemple ici de 3 entreprises. La première s'appelle Sysmobile. Elle a peu de données vocales, dans sa tête, elle en a énormément. Donc, qu'est-ce qu'elle va se dire? Je collabore avec personne, je vends mes données vocales et je les exploite. Résultat des courses, elle n'en tirera quasiment aucun gain financier. La deuxième, c'est Samabop AI. Donc, Samabop AI, eux, ils ont quelques modèles et ils se prennent pour ceux qui ont les meilleurs modèles du continent. En fait, ils ont quelques ingénieurs et ils vont penser pouvoir à eux seuls développer les modèles qui vont révolutionner l'IA au Sénégal ou en Afrique. S'ils vont tout seuls, leurs modèles ne seront jamais performants sans des données réellement de grande taille et de qualité. La troisième entreprise, c'est Bokuma Partners. Eux, ils ont peu d'argent et pour eux, ils ont énormément d'argent. Ils sont capables de financer les plus grandes. Ils vont financer la prochaine licorne africaine dans leur tête, en fait. En réalité, ils vont aller gaspiller leur argent dans les hackathons. Parce que je ne suis pas du tout dans le modèle des hackathons, personnellement. Donc, moi, je préfère accélérer des startups, en l'occurrence. La solution réelle, c'est un partenariat inclusif et une interopérabilité réelle. Il faut que ces entreprises collaborent entre elles, que celles qui ont les données collaborent avec celles qui ont l'expertise technique, collaborent avec ceux qui ont les moyens financiers pour pouvoir mettre à jour et réveiller ce qu'on veut aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle. C'est ça réellement qu'il faut. Et ça, ce ne sera possible que si les données sont interopérables, mises dans un format qui permette de les partager et de les réutiliser selon les différents opérateurs. Ça, c'est des success stories pour dire que la donnée en Afrique, c'est bien possible et qu'il faut juste passer à l'action.